Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Après avoir fait quelques films, la jeune starlette Jean Spangler disparaît mystérieusement le 7 octobre 1949. Où est donc passée la jeune femme de 26 ans? Plus de 70 ans après sa disparition, la question se pose encore. Épisode très étrange aujourd'hui à Close-Up parce que je vous parle de Jean Spangler qui est mystérieusement disparue en octobre 1949. C'est devenu rapidement un sujet très chaud à Hollywood parce qu'il y a eu un paquet de rumeurs entourant sa disparition. On parle d'avortement raté qui aurait mené la mort de l'actrice, mais on raconte aussi qu'elle serait disparue volontairement afin de recommencer sa vie. Mais là où c'est le plus étonnant, c'est lorsque Kirk Douglas arrive dans le paysage de la disparition. Certains vont même dire que l'acteur, très reconnu, aurait fait assassiner la jeune actrice. Son corps ne sera jamais retrouvé, ce qui peut laisser penser aussi à la disparition volontaire. Plusieurs personnes croient encore aujourd'hui que la jeune femme est partie de son propre gré refaire sa vie ailleurs. Vous allez voir, c'est une histoire intéressante, toute cette affaire de disparition. J'avais très hâte de faire cet épisode. Mais avant de parler de la disparition de Jean Spangler, on va revenir sur sa vie un peu pour bien comprendre dans quel genre de milieu elle a grandi et dans quel genre de monde elle évoluait à son arrivée dans le cinéma et au moment de sa disparition. Même si on sait pas beaucoup de choses à son sujet. Jean Spangler naît le 2 septembre 1923 dans la grande ville de Seattle, dans l'État de Washington. Lors de son enfance, on dit que la jeune femme est assez brillante. Et en 1941, elle obtient son diplôme de la Franklin High School à Los Angeles. Les rêves de succès et de gloire ont dû commencer assez tôt pour Jean Spangler puisque dès son adolescence, elle est reconnue pour sa grande beauté et ses qualités artistiques. C'est une excellente danseuse et elle fréquente régulièrement les fêtes étudiantes. Elle est un peu la fille populaire du lycée en quelque sorte. Celle qui a tous les yeux rivés sur elle. Toujours en 1941, âgée de 20 ans à peine, elle se trouve un boulot de danseuse au Earl Carroll Theatre et au reconnu Florentine Gardens. Le Florentine Gardens est à l'époque assez populaire. Il est fréquenté par toutes les couches de la société, mais on sait aussi qu'il se passe des transactions louches à ce club. Même qu'en 1947, Elizabeth Scott, une jeune femme de 22 ans, est retrouvée mutilée près du club. Sa mort n'a jamais été expliquée parce que Scott évoluait pas mal dans le milieu de la mafia et des gangs de rue. Elle fréquentait aussi des criminels reconnus qui, eux, se rendaient souvent au Florentine Gardens. Pour ce qui est de Spangler, on peut comprendre qu'en travaillant à ce club, elle devait fréquenter un peu ces personnes peu recommandables. Mais il n'y a rien de sûr, c'est juste un détail de sa vie qu'on a tenté d'éclaircir après sa disparition. On a tenté d'éclaircir, mais ça n'a jamais vraiment donné quelque chose. En dansant au Florentine Gardens, Spangler se fait rapidement une réputation de jeune femme travaillante et sa grande beauté va charmer des producteurs hollywoodiens. Et en 1949, elle obtient son premier rôle au cinéma dans The Miracle of the Bells, où elle joue une jeune danseuse. C'est vraiment un rôle minime puisqu'elle n'est même pas créditée au générique. Des 8 films dans lesquels apparaît la jeune femme, il n'y en a aucun où son nom figure au générique. Elle commençait vraiment sa carrière au moment où elle disparaît. On l'a dit très ambitieuse aussi et c'est sûrement ce côté de sa personnalité qui va faire en sorte qu'elle est engagée pour jouer dans Young Man with a Horn. C'est une très grande production où Lauren Bacall et Doris Day se retrouvent en tant que grandes vedettes du film et à ce duo de renom s'ajoute Kirk Douglas. Et pendant le tournage, Douglas et Spangler vont devenir très proches. Ils vont très bien s'entendre et certaines sources vont même dire que Douglas invite souvent la jeune femme au restaurant. À ce moment-là, l'acteur est marié à Diana Dill depuis déjà quelques années.
Cette relation un peu ambiguë entre Spengler et le célèbre acteur fait beaucoup jaser dans le monde des gens riches et célèbres. Du côté plus personnel, Spengler se marie en 1942 à Dexter Banner, un manufacturier de plastique. Mais leur relation bat rapidement de l'aile, puisque Dexter est un homme violent qui s'en prend souvent à sa femme. 6 mois seulement après leur mariage, Spengler demande le divorce pour violence conjugale. Elle remportera sa cause, mais ils vont continuer à se voir et à entretenir une relation amoureuse pendant des années. Ils habitaient pas ensemble, mais se voyaient régulièrement. De cette union peu conventionnelle va naître en 1944 une petite fille, Christine. Et en 1946, le couple se sépare officiellement. Au départ, c'était Dexter Banner qui avait la garde de leur jeune fille de 2 ans, mais Spengler demande à avoir la garde complète. C'est une affaire qui va aller jusqu'en cour. Banner, lui, va mentionner que son ancienne épouse mène une vie frivole. Son emploi de danseuse et ses ambitions de cinéma l'emmènent souvent à voyager et à s'absenter. Et du côté de Spengler, elle va raconter les penchants violents de son mari. C'est une cause qui va facilement être remportée par la jeune actrice et danseuse, mais en 1948, Banner va finalement avoir la garde complète de sa fille. En 1949, Jean Spengler emménage dans un bel appartement situé sur la Colgate Avenue, en plein Los Angeles. Elle y vit avec sa mère Florence, ainsi que son frère Edward et sa fiancée Sophie. À ce quatuor s'ajoute la petite Christine qui est laissée à sa mère régulièrement. Le vendredi 7 octobre 1949 est un jour comme les autres. La mère, Florence, est absente puisqu'elle visite de la famille installée au Kentucky. Dans la journée, Jean fait des courses avec sa fille Christine. Vers 17h30, Spengler descend du second étage de l'appartement vêtue d'une magnifique robe et particulièrement bien coiffée. Elle a avec elle aussi son sac à main qu'elle apporte partout. Elle demande à Sophie si elle paraît bien et Sophie lui dit qu'elle est plus sublime que jamais. Après une courte conversation sur son apparence, Jean embrasse sa fille et la regarde longuement. Christine lui demande où elle va et si elle peut l'accompagner. Spengler va simplement répondre qu'elle part travailler et qu'elle ne peut pas venir avec elle. Puis elle regarde sa belle-sœur et lui dit de ne pas l'attendre avant le lendemain matin. Sophie n'est pas étonnée par ce que lui dit la jeune femme. Il n'est pas inhabituel pour Spengler de s'absenter une nuit durant pour aller danser dans différents clubs de nuit ou encore aller tourner des scènes de cinéma. Après avoir embrassé une nouvelle fois sa fille Christine, elle lui sourit, elle ouvre la porte de l'appartement et la referme. C'est la dernière fois que Jean Spengler est aperçue vivante. Au matin du samedi 8 octobre 1949, sans nouvelles de Jean Spengler, Sophie, la fiancée de son frère, va commencer à s'inquiéter. Mais ce n'est qu'en soirée que Sophie va contacter la police afin de signaler la disparition de la jeune femme. Tôt le dimanche matin 9 octobre, un employé de la Griffith Park retrouve un sac à main. L'employé va rapidement appeler les autorités puisqu'il a eu vent de la disparition d'une jeune femme dans le coin. À leur arrivée, la police identifie le sac à main comme étant celui de Jean Spengler. L'objet est décrit comme étant dans un mauvais état avec plusieurs papiers presque à l'extérieur du sac. En fait, le sac est déchiré comme si on l'avait arraché au bras de Spengler. Les policiers vont examiner son contenu. On y retrouve les papiers d'identité de la jeune femme et aucune somme d'argent.
Ce fait va être confirmé par la famille de Spengler qui va aller dire que Spengler traînait que très rarement de l'argent avec elle lorsqu'elle sortait travailler. Ce qui peut enlever l'hypothèse du braquage qui a mal tourné. Dans le sac à main, on retrouve une mystérieuse lettre où on lit « Kirk, je ne peux plus attendre. Je vais voir le docteur Scott. Il va travailler du mieux qu'il peut pendant l'absence de maman. Signé Jean. » Après la découverte du sac à main et de la lettre, il va y avoir plus de 60 agents de police qui seront mobilisés avec 100 autres volontaires afin de tenter de retrouver d'autres choses en lien avec la disparition de la jeune femme. Malgré ce déploiement impressionnant, jamais rien d'autre appartenant à l'actrice sera retrouvé. Mais cette mystérieuse lettre laisse un premier indice aux policiers. La mère de Jane Spengler va revenir très rapidement du Kentucky lorsqu'elle apprend que sa fille manque à l'appel. Elle offre aussi presque immédiatement une récompense de 1000 $ contre tout renseignement qui pourrait aider à retrouver sa fille. Une somme assez impressionnante pour l'époque, je rappelle que nous sommes en 1949. Et l'affaire est largement médiatisée. Une jeune femme magnifique, désirant devenir actrice, disparaît mystérieusement un soir d'octobre. L'affaire a tout pour être intéressante et suivie rapidement par tous les États-Unis. L'une des premières choses étranges qui sort suite à la disparition de Jean Spengler, c'est qu'elle était engagée nulle part le soir de sa disparition. La jeune femme avait dit pourtant partir travailler le soir où elle disparaît. Cependant, aucun des clubs où elle était engagée ne l'avait en prestation le vendredi soir et aucun studio de cinéma l'avait engagée également. Elle a donc menti à sa belle-sœur avant de quitter leur appartement. Tentait-elle de dissimuler quelque chose? Pendant que les journaux font paraître des articles entiers sur la disparition de Spengler, les policiers et enquêteurs, eux, travaillent sur la mystérieuse lettre retrouvée dans le sac à main de l'actrice. Dans la note retrouvée, Jean Spengler fait référence à un mystérieux Dr. Scott. Il y a en effet un homme du nom de Scott travaillant en médecine. Le seul problème est que ce médecin Scott ne se retrouve pas à Los Angeles. Il est dans un autre État. Par contre, les autorités font rapidement certains liens. Le docteur Scott est reconnu dans le milieu des clubs et auprès des danseuses. Puis, après quelques témoignages en lien avec l'étrange docteur, on comprend que l'actrice connaissait le fameux docteur Scott. Puis, on apprend aussi que l'homme était en mesure de faire des avortements illégaux et avait gagné avec les années une certaine réputation en lien avec cette activité. C'est la première hypothèse qui va être énoncée, celle de l'avortement raté. Jean Spengler aurait été voir le Dr. Scott afin qu'il réalise un avortement. Durant l'opération, il aurait eu une erreur qui aurait causé la mort de l'actrice. Sauf que, rappelons-nous, aucun docteur à Los Angeles porte le nom de Scott et le vrai Dr. Scott possède un solide alibi. Un alibi confirmé par plusieurs personnes qui le localisent dans un autre état le soir du 7 octobre 1949. Ça peut être un surnom d'emprunt afin de ne pas se faire reconnaître. Mais dans ce cas, qui est vraiment le Dr. Scott? Quel est son vrai nom? Et dans l'hypothèse de l'avortement raté, de qui Jean Spengler serait tombée enceinte? Toujours en lien avec la note retrouvée dans le sac à main, Jean écrit à un certain Kurt. Juste avant sa disparition, Jean Spengler venait de terminer le film Young Man with a Horn, dans lequel joue Kirk Douglas. Durant le tournage, Douglas et Spengler vont devenir très proches. Et comme je disais en début d'épisode, certains lancent la rumeur que Spengler serait la maîtresse de l'acteur. La police va rapidement faire le lien avec l'acteur, mais c'est Kirk Douglas lui-même qui appelle les autorités. Douglas va être interrogé par téléphone puisqu'il se trouve à Palm Springs pour passer quelque temps au repos. Douglas raconte à la police qu'il ne se souvenait pas de la jeune femme, mais qu'il a eu vent de sa disparition par un ami. L'ami en question aurait alors rappelé à l'acteur qu'il avait travaillé avec Spengler sur le plateau de son dernier film. Douglas se serait alors rappelé vaguement de l'actrice, mais aurait dit ne jamais lui avoir parlé.
L'acteur sera interrogé de nouveau quelques jours plus tard en personne. Lors de cette seconde entrevue, il change son témoignage. Douglas raconte alors qu'il se souvenait très bien de Jean Spengler et que l'annonce de sa disparition l'aurait attristé. Il se souvient d'une jeune femme sublime arrivant au studio en robe verte et avec qui il a eu beaucoup de plaisir. Et surtout avec qui il a discuté énormément. Lorsque les policiers s'entretiennent avec l'acteur, ils ont eu vent de nombreuses rumeurs entourant une possible liaison avec la jeune femme disparue. Des rumeurs que Douglas démentit sur le champ. Il avoue aux policiers avoir souvent discuté avec l'actrice, mais ne jamais l'avoir invitée où que ce soit. Puis il redit que toutes ces rumeurs ne sont que des mensonges. C'est étrange quand même que la première fois que Douglas parle aux policiers, ce soit lui qui les contacte, comme s'il voulait paraître tout blanc, comme s'il n'avait rien à voir avec toute cette histoire, et par la suite, il va aller changer complètement sa version des faits, ces deux versions quand même complètement différentes. La mère de Jean Spengler, Florence, elle fait mention de Kirk Douglas lors de son témoignage. Elle raconte que sa fille était revenue très enjouée du jour où elle avait rencontré l'acteur. Florence raconte également que durant le tournage de Young Man with a Horn, sa fille sortait plus qu'à l'habitude et s'apprêtait de façon plus distinguée. Mais à chaque fois que Spengler était questionné sur ses sorties, elle répondait qu'elle partait rejoindre un ami. Florence raconte également aux policiers que sa fille, quelques semaines avant sa disparition, lui avait parlé d'une nouvelle relation amoureuse qui vivait ses premiers balbutiements. Spengler disait seulement que pour le moment, il n'y avait rien de sérieux, puisque l'homme qu'elle fréquentait était déjà pris, comme elle disait. En 1949, Kirk Douglas est toujours marié à sa femme. Il est donc un homme pris, pour utiliser les mots de Jean Spengler. Durant son témoignage, Florence raconte aussi qu'un certain Kurt était venu chercher sa fille durant le tournage du film. Mais étant restée dans la voiture, elle ne peut identifier ce fameux Kurt comme étant l'acteur. Après quelque temps, les policiers vont enlever le célèbre acteur de la liste des suspects, mais l'implication de Kirk Douglas est restée un peu comme un fantasme dans le cas de la disparition de Jean Spengler, puisqu'avec les années, certains ont avancé que Douglas aurait pu avoir un réel lien avec la disparition de l'actrice. Il y a eu deux scénarios possibles avancés par la postérité, mais qui avaient été considérés par les policiers. On en a des preuves dans le dossier de Spengler. La première, Spengler serait tombée enceinte de Douglas, puis ils auraient convenu d'un avortement afin de ne pas salir la réputation et sauver le mariage de l'acteur. L'avortement aurait échoué, mal tourné et Spengler en serait morte, puis son corps jamais retrouvé. La seconde est plus lugubre. Spengler, déjà très attaché à Douglas, aurait menacé de dévoiler leur relation au grand jour. Douglas, bien fortuné, aurait fait assassiner la jeune femme le soir du 7 octobre 1949, étant à ce moment à Palm Springs, ce qui lui procure un solide alibi puisqu'à cette époque, Douglas n'est pas reconnu comme étant un homme fréquentant des criminels. Après ce second interrogatoire du 13 octobre 1949, Kirk Douglas ne sera plus jamais questionné au sujet de la disparition de Jean Spengler et n'en fera plus jamais mention. Les policiers se penchent alors sur d'autres hypothèses. Après avoir écarté Kirk Douglas de la liste des suspects en lien avec la disparition de l'actrice, les policiers vont se mettre à faire des liens avec certains aspects de la vie de Jean Spengler. Des liens qui vont laisser place à des hypothèses. L'une des premières théories qui va ressortir, c'est le fameux lien avec les membres de la mafia.
Les années 40 ont été très riches en histoires de mafia et de meurtres ainsi que de disparitions mystérieuses jamais résolues. On sait que Gene Spengler fréquentait plusieurs endroits où se rassemblaient certains groupes mafieux, dont le Florentine Gardens. Pour faire une petite histoire plus approfondie du Florentine Gardens, c'est un restaurant qui a ouvert ses portes à la fin des années 30 en 1938. L'endroit est rapidement devenu très populaire, puisqu'il se retrouvait en plein sur le fameux Hollywood Boulevard. Puis, au début des années 40, avec tout le succès que l'établissement avait, le restaurant est devenu une boîte de nuit. Sa popularité a jamais connu de baisse. Le nightclub recevait chaque soir des dizaines et dizaines de grands noms du cinéma, du théâtre, de la musique, etc. C'était vraiment l'endroit à fréquenter si vous vouliez vous faire des contacts. Le Florentine Gardens a dû fermer ses portes en 1948, mais les propriétaires ont réouvert dans le même établissement un nouveau club de nuit qui est devenu tout aussi populaire. Dans les années 40, c'est devenu aussi un endroit très prisé auprès des groupes mafieux. Aux alentours du Florentine Gardens, il se passait une multitude de transactions pas toujours honnêtes. Parmi ces mafieux, il y avait un certain Mickey Cohen et ses acolytes. Mickey Cohen, c'est l'un des mafieux les plus reconnus des années 40. Il avait des liens très serrés avec la mafia italienne. Il est aussi reconnu pour être sans pitié avec les gens qui lui jouent dans le dos ou qui sont pas très honnêtes avec lui. On sait qu'il pouvait torturer jusqu'à la mort. Donc, on peut s'imaginer un homme avec qui tu veux pas avoir d'ennui, avec qui tu règles tes comptes de façon la plus aimable possible. Les bons comptes font les bons amis. Dans les années 50, il va même devenir l'un des visages les plus craints à Los Angeles, avant d'être arrêté au cours des 60s. Revenons maintenant à Gene Spengler. Mickey Cohen et deux de ses hommes de main, Ogle et Frank Nicoli, étaient des habitués du Florentine Gardens, un endroit que fréquentait aussi Spengler. Il est donc pas impossible que la jeune femme ait croisé et sympathisé avec les trois criminels. Dans certaines sources, on va même jusqu'à affirmer qu'il y avait une relation intime entre Spengler et Frank Nicoli, mais ça, c'est que des oui-dire pour le moment. Quelques jours avant la disparition de Gene, elle aurait été aperçue avec deux hommes qui seraient en fait Ogle et Frank à Palm Springs. Ce fait-là, il est reconnu par plusieurs témoins persuadés d'avoir reconnu les trois personnes. Quelques jours seulement après la disparition de Spengler, Ogle et Frank Nicoli disparaissent eux aussi sans laisser de traces et leurs corps ne seront jamais retrouvés, tout comme Spengler. La jeune femme se serait donc évaporée dans la nature avec Ogle et Frank Nicoli afin de refaire leur vie. Cette hypothèse est assez crédible, puisque comme je le disais, il y a plusieurs personnes qui ont vu la jeune femme accompagnée des deux hommes. Dans un second temps, les autorités vont soupçonner bien évidemment l'ancien mari de Gene Spengler, Dexter Banner. Dans les années 40, la majorité des meurtres sont commis par un membre de l'entourage de la victime. C'est toujours le cas en 2022. Dexter Banner va être interrogé par les policiers les jours qui suivent la disparition de la jeune femme. Les policiers vont trouver l'homme très mystérieux et surtout très anxieux. Banner a plusieurs tics de nervosité comme se cacher le visage lorsqu'il parle. Ceux qui s'intéressent au langage du corps vont savoir que se cacher le visage lorsqu'on raconte quelque chose est souvent signe de mensonge ou de honte. Mais aussi, les policiers remarquent qu'au visage, Dexter tente de cacher une importante griffure au niveau de la joue et du front. Dexter va expliquer que cette griffure est en fait due à un chien un peu trop agressif. Au cours de son témoignage, Banner explique aux autorités n'avoir aucun lien avec son ex-femme depuis plusieurs mois. Dernièrement, il avait demandé à Spengler d'avoir la garde complète et en tout temps de Christine, chose que Spengler était en désaccord. Son témoignage va rien apprendre aux policiers puisque tous les membres de la famille de Spengler avaient déjà dit que l'ex-couple n'avait plus aucun contact ensemble depuis plusieurs semaines, excepté l'échange de garde de leur fille. C'est important de mentionner que durant son témoignage, Banner va mentionner un certain Scotty, qui était l'un des amants de Gene Spengler.
Jean et Scotty se seraient fréquentés pendant un bon moment entre 1945 et 1947, mais en réalité, leur relation aurait commencé durant le mariage entre Spengler et Benner. Spengler avait laissé Scotty puisqu'il était lui aussi un homme violent. Benner affirme que Scotty avait menacé la jeune femme de la faire disparaître. Cette piste donnée par Benner n'a pas été examinée en profondeur par les enquêteurs, parce que la famille de Spengler va pas confirmer la relation avec Scotty et va même pas confirmer son existence. D'autant plus que dans l'entourage de la jeune femme, aucune personne est surnommée Scotty. Dexter Bainer ne sera plus interrogé par les autorités en lien avec la disparition de son ex-femme. Même s'il pouvait avoir l'air louche et semblait cacher certains détails de leur relation aux policiers. En octobre 1949, Benner a eu la garde complète de sa fille Christine et a quitté la Californie pour ne jamais y revenir. Il s'est remarié au début des années 50 avant de décéder en 2007. Jusqu'à sa mort, Dexter Bainer n'a jamais reparlé de la disparition de Jean Spengler et il a toujours refusé les demandes d'entrevue et est disparu peu à peu de la sphère publique. La troisième hypothèse, assez intéressante, celle du tueur en série. Steve Odell, un ancien agent du département de police de Los Angeles, est persuadé que Jean Spengler a été assassiné par son propre père, George Odell. George Odell était un tueur et violeur en série connu pour être le principal suspect dans l'affaire de la Black Dahlia. L'affaire de la Black Dahlia est un meurtre très connu dans le monde du true crime. Pour faire bref, en 1947, le corps coupé en deux d'une jeune femme est retrouvé à Los Angeles et le meurtrier, encore aujourd'hui, n'est pas officiellement connu. Mais au début des années 2000, Steve Odell sort son livre sur toute l'histoire de la Black Dahlia. Et il emmène plusieurs preuves comme quoi son père serait peut-être le meurtrier. Dans son livre, le fils Odell mentionne le nom de Jean Spengler, puisque comme je vous disais, il soupçonne son père d'être impliqué dans la disparition de la jeune femme. Steve Odell croit que son père aurait assassiné la femme après l'avoir violée, puis il aurait caché son corps. Pour commencer, l'ancien policier explique les nombreuses ressemblances physiques entre la Black Dahlia et Spengler, et c'est vrai qu'elles se ressemblent. Par la suite, Odell explique le comportement étrange que son père avait les jours qui ont suivi la disparition de Spengler. Il explique que son père arrêtait pas de répéter que personne allait retrouver son corps, puisqu'il était certain que la jeune femme était bien cachée, enterrée ou personne ne penserait rechercher. C'est des propos tout de même assez suspects et le fils Odell explique aussi que son père suivait de très près tout ce qui avait un lien avec la disparition de la danseuse. Pour rendre ça encore plus étrange, le propriétaire du Sunset Strip, un restaurant du coin, va se rendre aux policiers avec un témoignage troublant. Le propriétaire affirme avoir reçu l'actrice disparue ainsi qu'un homme à son restaurant autour de 2h30 la nuit de sa disparition. À leur arrivée, tout semblait normal, mais au cours de la soirée, les esprits se seraient envenimés. Lorsque le propriétaire a voulu intervenir à leur table, l'homme a quitté la table rapidement, et l'actrice lui aurait dit que tout allait bien avant d'elle aussi quitter l'endroit. Le propriétaire du Sunset Strip décrit l'homme avec qui était Spengler comme étant un homme d'une trentaine d'années qui avait une apparence parfaite. Plusieurs années après, il aurait identifié George Odell comme étant l'homme avec qui Jean Spengler avait passé à son restaurant. L'hypothèse reliant la disparition de Jean Spengler et le meurtrier en série George Odell peut venir en créer une autre, celle de l'avortement raté, encore une fois. Si on se penche sur les occupations professionnelles de George Odell, il était physicien et docteur à ses temps libres. Odell était reconnu à Los Angeles et à Hollywood pour pratiquer des avortements illégaux sous une multitude de faux noms. Est-ce que le mystérieux Dr. Scott, dans la tout aussi mystérieuse lettre retrouvée dans le sac à main de Spengler, pourrait être George Odell? La question se pose, d'autant plus que le sac à main de Spengler a été retrouvé près de la maison de Odell.
J'ai pas encore fini avec George Odell, il y a encore d'autres choses. Son fils aîné, Duncan Odell, lui raconte à son frère Steve que son père fréquentait une mystérieuse danseuse au moment de la disparition de Spangler. Duncan n'a jamais vu cette mystérieuse femme que son père fréquentait, mais il se souvient très bien qu'après la disparition de Spangler, il n'en a plus jamais entendu parler. C'est quand même assez louche. George Odell n'a jamais été interrogé par les policiers concernant la disparition de Jane Spangler, bien qu'il ait été soupçonné d'implication. Aux alentours du 15 octobre 1949, soit 6 jours après la disparition de l'actrice, Art Rogers, un employé d'une station-service à proximité du Sunset Strip, affirme lui aussi avoir aperçu la jeune actrice la nuit de sa disparition. Il est certain que Jean s'est retrouvée à sa station-service avec pas un, mais bien 2 hommes à l'apparence étrange. Arrivant dans une voiture convertible grise, 2 hommes ont demandé à Rogers de mettre de l'essence suffisamment pour se rendre à Fresno à 4 heures environ d'Hollywood. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Rogers a remarqué une femme assise à l'arrière, silencieuse. Quand leurs regards se sont croisés, cette jeune femme se serait mise à pleurer violemment et lui aurait crié « Appelez la police, faites suivre cette voiture ». Mais avant que la jeune femme ait terminé sa phrase, le conducteur du véhicule serait parti en trombe. En quittant la station essence, la jeune femme aurait continué à crier des paroles incompréhensibles à travers la fenêtre arrière du véhicule. Art Rogers va effectivement appeler la police. À leur arrivée, rien ne laisse penser qu'un véhicule étrange a passé à la station-service. À ce moment-là, les policiers ne sont pas encore au courant de la disparition de Jean Spangler. L'affaire sera donc close, d'autant plus qu'aucune convertible grise n'a été aperçue à Hollywood le matin du 8 octobre. Par la suite, aucun autre témoignage va venir confirmer cette histoire d'une femme en détresse accompagnée de 2 hommes dans une convertible grise. La dernière hypothèse examinée par les enquêteurs, c'est celle de la disparition volontaire. J'en ai déjà parlé un peu, mais là on va vraiment en parler plus précisément. C'est une théorie qui va naître plusieurs semaines après la disparition de Spangler parce qu'elle aurait été aperçue à plusieurs reprises au départ à Palm Springs, puis dans les années suivantes un peu partout à travers les États-Unis et même au Mexique. Ces témoins qui affirment avoir vu l'actrice disparue commencent en novembre 1949 à Palm Springs, soit 3 semaines après sa disparition. C'est des dizaines de personnes qui vont contacter la police de Palm Springs et qui affirment que la jeune femme se balade en compagnie de 2 hommes imposants. Rien laisse croire que la jeune femme est avec ces 2 hommes contre son gré puisqu'elle s'amuse et rit abondamment. D'autant plus qu'elle semble très proche de l'un des 2 hommes. Toujours en novembre, une femme dans la cinquantaine raconte avoir suivi le trio qui se serait aperçu que la femme les suivait. L'un des 2 hommes se serait alors retourné et aurait dit de façon menaçante à la femme qu'elle devrait arrêter de les suivre. Il fait également allusion à la disparition d'une jeune femme dans la vingtaine à Los Angeles. Toujours sur un ton menaçant, l'homme dit à la femme d'une cinquantaine d'années qu'elle pourrait elle aussi disparaître, sauf que la conclusion pourrait être beaucoup plus tragique. En décembre 1949, près de 2 mois après la disparition, un couple raconte avoir séjourné à Palm Springs quelques jours et avoir aperçu dans la rue Jean Spangler, accompagnée d'un seul homme. Le couple aurait alors crié le nom de Jean, qui se serait retourné en sursaut. Faisant signe au couple de se taire, elle leur aurait dit « Vous vous trompez de personne, ce n'est plus moi ». Et elle dit pas « ce n'est pas moi », elle dit bien « ce n'est plus moi », comme si elle avait changé d'identité et qu'elle cherchait à refaire sa vie sous un nouveau nom. Jusqu'en 1954, plusieurs personnes vont affirmer voir Jane Spangler un peu partout à travers le pays, puis tranquillement les témoignages vont ralentir jusqu'à arrêter. La disparition volontaire pour refaire sa vie ailleurs, ça se peut, ça se voit à l'occasion. Dans le cas de Spangler, elle est avec 2 autres hommes qui sont peut-être Ogle et Frank Nicoli, les hommes de main de Mickey Cohen, le gangster, rappelez-vous. Ogle et Frank Nicoli disparaissent mystérieusement eux aussi que quelques jours après Jane Spangler.
Cette version de la disparition volontaire n'est pas soutenue par la famille de Jean. Ils affirment que la jeune femme n'aurait jamais laissé sa fille Christine pleinement à son ex-mari Dexter Bainer. Edward, le frère de Jean, lui, il raconte que sa sœur était beaucoup trop attachée à sa famille et particulièrement à sa mère pour leur faire un coup pareil. Toutes ces hypothèses ont des détails qui font dire qu'elles se peuvent toutes, je trouve. Je sais vraiment, mais vraiment pas quoi penser de la disparition de Jean Spangler, le lien possible entre elle et George Odell, le tueur en série, me fait dire que c'est l'hypothèse la plus crédible, surtout quand on regarde le profil de ces victimes. C'est pour la plupart des jeunes femmes qui aspiraient à devenir vedettes de cinéma. Mais dans un autre temps, j'aime beaucoup la thèse de la disparition volontaire, même si la famille n'y croit pas, je me dis que c'est très possible. On sait jamais ce qui peut se passer dans la tête d'une personne. Ça prend pas toujours un élément déclencheur énorme pour se dire que plus rien n'est possible et qu'on doit refaire sa vie. Et on dirait que c'est comme un scénario de film aussi, hein? La belle jeune femme de 26 ans, ambitieuse, qui disparaît dans le brouillard avec 2 membres de la mafia. J'ai pas parlé pendant le balado de l'hypothèse où Mickey Cohen fait assassiner ou tue carrément Jean Spangler ainsi que ses 2 hommes de main Ogle et Frank Nicoli parce que c'est une hypothèse qui a jamais été apportée par les policiers. Même, je trouve par contre que ça peut être une piste intéressante. On connaît pas beaucoup la vie privée de Jean Spangler, alors peut-être qu'elle avait des comptes avec Mickey Cohen et qu'elle ne les a pas réglés comme Cohen les aurait voulu et que par la suite, bien, il aurait fait assassiner la jeune femme. Des décennies après la nuit du 7 octobre 1949, nous sommes toujours sans trace de Jean Spangler. La jeune femme a-t-elle été la victime d'un règlement de compte de gangster, d'un avortement raté ou encore d'un meurtrier en série? Et si Jean Spangler avait réussi la disparition volontaire parfaite? Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.